Livre audio Henri Guillemin, Silence aux pauvres, partie 1. La monarchie bousculée mais maintenue sous le contrôle des nantis. Ce qu'il faut savoir, disait Michelet, c'est à quel point les idées d'intérêt furent étrangères au mouvement de 1789. Oui, la Révolution fut désintéressée, c'est là son côté sublime. Michelet travaillait dans le genre épico-lyrique et s'abandonnait volontiers à des transports, dont nous verrons d'autres exemples, attendrissants. En fait, s'il se produisait en 1789 des événements considérables dans la vie politique française, c'est d'abord parce que les finances du royaume connaissaient un tel délabrement que ce qui s'annonce comme imminent, ce n'est pas autre chose que la banqueroute. Non seulement plus de soldes pour les officiers, plus de traitement pour les fonctionnaires, mais ce qui est infiniment plus grave et aussi plus inadmissible encore, les créanciers de l'État et avant tout les grandes banques voient venir une catastrophe. À tout prix, la conjurer. Et c'est bien pourquoi Rivarol, un contre-révolutionnaire, écrira plus tard en ricanant « La Révolution a été l'œuvre des rentiers ». Soyons plus sérieux que Michelet et que Rivarol, il y a des causes multiples et conjointes qui expliquent, ou du moins éclairent, la très intéressante et très remarquable année 1789 en France. Face à la richesse immobilière, c'est-à-dire les châteaux et les vastes domaines aux mains des nobles, s'est constituée au XVIIIe siècle une richesse mobilière, de capitaux liquides, que se partagent des affairistes nouveaux venus dans les banques, les assurances, le commerce international, les industries naissantes. Là sont de grands bourgeois, détenteurs de fortunes croissantes et qui ne tolèrent plus que l'aristocratie soit seule à disposer, grâce à la faveur du roi, des leviers de commande au gouvernement. C'est ce qu'exposera en toutes lettres un jeune et brillant avocat, Barnave, qui est un des clients de la puissante maison Perrier, d'où sortiront au siècle suivant et un premier ministre de Louis-Philippe et même un président de la République. Une nouvelle distribution de la richesse comporte, il veut dire appelle, exige, une nouvelle distribution du pouvoir. Autrement dit, la bourgeoisie d'affaires dont l'importance ne cesse de s'affirmer entend bien participer et très activement à la gestion de l'État et aux avantages qu'elle implique pour ses propres opérations. Autre chose, un profond mécontentement règne dans la paysannerie et la France de 1789 est paysanne à 85%. Les agriculteurs supportent de plus en plus mal la perception, par les châtelains, de ces droits féodaux qui avaient pu avoir jadis leur justification. Les seigneurs protégeaient leurs manants contre de brigandages, mais qui avaient perdu leur raison d'être et se réduisaient à un pur et simple prélèvement autoritaire sur les ressources des laboureurs. Impôt local abusif ajouté aux impôts d'État et à cette dîme au surplus, réclamée par l'autorité ecclésiastique. Les cahiers de doléances présentés aux États généraux montreront assez, et encore mieux certes, les incendiaires de juillet que la France rurale ne ressemble guère à la gracieuse image que prétenda nous donner d'elle en 1929 l'ouvrage de M. Gaxot. L'ensemble était cossu, dira ce Maurassien à qui l'on doit cette autre trouvaille, la terreur communiste de Robespierre. Et à Paris, la foule urbaine, Paris compte alors quelques 600 000 habitants. Sur ce nombre, 100 000 environ vivent dans des conditions de sous-développement, inférieures même à l'indigence classique. L'artisan, quand il travaille, et les jours obligatoirement chômés ne manquent pas, ces jours-là, il lui faut manger néanmoins et nourrir sa famille. Gagne en moyenne 20 sols par jour, sa nourriture de base est le pain. Depuis 1750, le prix du pain s'est élevé lentement, inexorablement. En juillet 1789, la miche de 4 livres coûte 14 sols. 14 sols sur les 20 du total. Et le loyer. Et les vêtements. En conséquence, en 89, dans Paris comme dans toutes les grandes villes, une armée d'émeutiers tout naturellement disponible. N'oublions pas non plus l'action des sociétés de pensée, sur quoi ont mis l'accent, à grand bruit, les disciples de Taine et les historiens, ou compilateurs, de bonne compagnie, acharnés à dénoncer la franc-maçonnerie comme la source première et secrète de la Révolution.
Toutes les sociétés de pensée au XVIIIe siècle ne se confondent pas avec les loges maçonniques. Il n'y a là bien souvent que d'honnêtes groupements d'esprits cultivés qui s'intéressent à la philosophie et aux sciences et qui parfois souhaitent aussi plus d'équité dans l'organisation sociale. Et même quand il s'agit de francs-maçons, leurs appartenances sont multiples et tous ne sont pas rationalistes, loin de là. Nous vivons encore trop souvent, pour une part et à notre insu, sous l'influence du fameux refrain de Gavroche dans Les Misérables « C'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau ». Il faudrait tout de même, et cette distinction-là est encore très insuffisamment établie, prendre conscience de l'opposition radicale qu'offre entre elles la pensée de Voltaire et celle de Rousseau. Le déplorable Gaxotte, qui parlait sans savoir, et d'autres plus impérieusement, évoquaient les égalitaires de l'encyclopédie. On ne peut rêver plus parfait contresens. Voltaire a pris soin de définir en toute clarté dans son essai sur les mœurs comment il se représente un pays bien organisé. C'est celui, écrivait-il littéralement, où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. Cette morale d'entretenu est en tout point la sienne. Voltaire tient qu'il importe à l'État d'avoir à sa disposition une liasse docile de gueux ignorants, autrement dit de prolétaires analphabètes, n'ayant que leurs bras pour vivre et constituant cette vile multitude, dont Thiers, voltairien, parlera en 1850 à son tour, prévu par la nature pour assurer l'aisance de l'élite. Auteur de l'article représentant dans l'encyclopédie, Diderot précisera sans embâche que les possédants seuls sont qualifiés pour un rôle national. Le parti des humbles et des exploités, c'est le choix, contre Voltaire, de Rousseau. Et Robespierre dira vrai en 1792, quand, souhaitant voir disparaître du Club des Jacobins le buste d'Helvétius, le matérialiste, il avertira ses amis politiques. Soyez sûrs que si Helvétius et les penseurs de son espèce avaient vécu de nos jours, ils eussent été nos adversaires, comme venait effectivement d'en donner la preuve cet abbé Raynal, très vieux, mais toujours vivant, tant célébré par Voltaire pour son histoire philosophique des deux Indes, et dont une lettre publique saluée d'applaudissements par le côté droit de l'Assemblée avait couvert la Révolution de malveillance et de sarcasme. Voltaire va en finir avec le christianisme, il ne s'en cache pas. Là où 12 faquins ont réussi, les apôtres, ces marins pêcheurs, ces méprisables, ces gens de la tourbe, pourquoi 6 hommes de mérite, unissant leurs efforts, ne réussiraient-ils pas? La bande à Jésus a su lancer le christianisme, d'Alembert, Diderot, d'Holbach, Grimm, Helvétius et lui-même, Voltaire, s'ils savent s'y prendre, sont tout à fait capables de détruire cette fable. Mais Rousseau, le maudit, s'est jeté à la traverse et Condorcet, dans son éloge de Voltaire, n'a pas omis d'opposer au bon travail libérateur du Parti des Lumières la triste besogne de Jean-Jacques au profit de ce monument de ténèbres qu'est la superstition. Réelle, très certainement, l'influence des Lumières sur la Révolution, mais l'irréligion affirmée, offensive, militante à la fin du XVIIIe siècle, est le fait presque exclusivement des hautes classes, grands bourgeois, avec les Cambon, les aristocrates éclairés comme Mirabeau, Condorcet, Sade. Complexes, comme on voit, parfois même contradictoires, les origines du mouvement de 1789. Mais d'où viennent-elles, cette banqueroute effectivement menaçante? Impossible de ne pas évoquer les dépenses démentielles qu'entretenait cette cour de Versailles, dont Fénélon dénonçait déjà sous Louis XIV l'épuisante succion qu'elle infligeait à la substance française. Et si Marie-Antoinette est unanimement détestée dans Paris, ces mots terribles figurent dans une dépêche du ministre de Prusse de 1787, c'est moins par l'inconduite qu'on lui impute, avec bien des exagérations, sans doute, que dans la frénésie trop voyante avec laquelle, selon Gérard Walter, qui use là d'un mot juste dans son ouvrage de 1947 sur la reine coupable et infortunée Marie-Antoinette, gaspille l'argent du trésor. Tout cela, certes, a compté dans la ruine des finances, mais la cause principale est ailleurs. Elle réside dans le recours systématique à l'emprunt pour fournir à l'État l'argent frais dont il a besoin,
mais au prix d'un alourdissement perpétuel et fatalement à court terme insoutenable de sa dette. Telle est la politique simpliste, élémentaire, de ce Necker une première fois chargé du trésor, congédié puis rappelé auprès de lui par le roi. Necker avait accompli ce facile miracle de permettre à la France, en Amérique, sa revanche militaire contre les Anglais. Une guerre est toujours coûteuse, sans augmenter d'un centime les impôts. Un bienfaiteur, un ami du peuple, cet homme de génie, ce Genevois d'ascendance prussienne, d'abord tenancier d'une pension pour étudiants, puis attiré par les manipulations bancaires, et qui s'est bâti en peu de temps une fortune énorme. C'est un prince de la suffisance et de l'autosatisfaction empesé. Appelé à la direction du Trésor, il s'est offert l'élégance de refuser tout traitement. La serviabilité généreuse est sa passion, et Madame Necker, qui tient salon, va soulignant l'abstention rigoureuse que son mari s'imposa dans ses hautes fonctions. Il ne voulut plus rien savoir de ce qui se passait dans la banque Tellusson-Necker, devenue d'ailleurs Tellusson-Germanie. Gerbani est un nom fictif désignant le propre frère du ministre. Sa méthode est sans variante, emprunt, emprunt et encore emprunt. Sait-on, mais j'ai constaté la surprise de quiconque en est aujourd'hui avisé, qu'en plein drame financier, face à la banqueroute, Necker, une fois de plus, encore et toujours, a proposé un emprunt. Quelle manne chaque fois pour les banques, ces mesures coûteuses, cette mendicité de l'État. Necker l'ignore moins que personne, il est la providence des banquiers. Désemparé, presque éperdu, Louis XVI a reculé, pas à pas, depuis le 5 mai. Les États généraux sont devenus Assemblée nationale, puis Assemblée constituante. Fin de l'absolutisme royal, et Louis XVI, persuadé du droit divin des rois, a le sentiment qu'on veut l'obliger à un sacrilège. Sa femme, qui a toujours désapprouvé la réunion des États généraux, le pousse à user de la force. Qu'ils réunissent autour de Versailles et de Paris des régiments sûrs, qu'ils les déploient soudain en ordre de bataille, et nul ne pourra s'opposer à ce qu'ils congédient et dissolvent l'Assemblée révolutionnaire. Le 12 juillet, Louis XVI congédie Necker, le remplace par Breteuil, ferme partisan de la réaction, et confirme ses instructions à Broglie, chef des armées. Résultat, le 14 juillet, mais voyons un peu les détails. Comique, amèrement comique, mais indéniable, la popularité de Necker, homme d'argent avant tout, et au surplus en pays de Vaud, où est son château de Coppet, grand propriétaire terrain farouchement attaché à ses droits féodaux. Au palais royal, Necker renvoyé, Camille Desmoulins vocifère, gesticule, appelle à une résistance violente contre l'agression royale. Et déjà s'est constitué à l'hôtel de ville un comité de grands notables aussi fermement résolus à faire plier le roi qu'à surveiller ces vilaines gens toujours capables dans Paris de vouloir profiter d'une crise politique pour assouvir leur convoitise. Contre les régiments de ligne, d'ailleurs à ce qu'il semble peu belliqueux, Broglie et Besenval en sont conscients et l'avouent au roi. Le comité municipal improvisé a conçu l'organisation d'une milice bourgeoise à deux fins. Ces civils armés se dresseront contre les soldats pour les intimider, ou mieux peut-être les convaincre d'une collaboration fraternelle, mais en même temps, et là peut-être le nom de garde nationale serait-il préférable à milice bourgeoise, les responsables immédiatement choisis de ces bataillons populaires auront mission de les contrôler, de les maintenir dans le droit chemin. Le peuple en armes, qui doit forcer le roi à rappeler Necker et à laisser la constituante faire son travail, ce peuple-là ne saurait avoir dans ses rangs les sages de l'hôtel de ville. Ces messieurs sont les généraux de l'armée civique, et les généraux ne se mêlent point aux combattants. Le peuple, ce sont les bonnes gens, les petites gens, les ouvriers ou artisans qui crient si bien « Vive la liberté !» et qui ne demandent, gentils héros, qu'à payer de leur personne. Leur distribuer des armes, leur indiquer où les prendre, c'est un risque à courir, indispensable pour l'heure, mais sur lequel il faut garder les yeux ouverts pour les limiter d'abord, l'annuler ensuite et au plus tôt. On a lancé ces plébéiens sur la citadelle de la Bastille, parfait symbole de l'autocratie à renverser. Ils y ont fait merveille, perdant sous les balles une petite centaine d'entre eux.
mais le premier soin de la nouvelle municipalité tricolore sera d'ôter leurs fusils à ces plébéiens qui n'ont pas vocation à disposer de pareils outils. L'histoire sérieuse, l'histoire historique, comme disait en souriant Péguy, n'a pas encore, je crois, assez mis en lumière la place qu'a tenue dans la Révolution française et dès le début la crainte chez les possédants d'une menace sur leurs biens. Écoutez simplement Madame de Staël dans ses Considérations de 1816, son dernier écrit. Elle avoue le frisson d'effroi qui l'a secoué, elle et tous les nantis, dès 1789. Les gens de la classe ouvrière, écrit-elle, encore émus à ce souvenir, s'imaginèrent que le joug de la disparité des fortunes allait cesser de peser sur eux. Et Chateaubriand confirme dans son style à lui, les sabots frappaient à la porte des gens à souliers. Germaine Necker se félicita de n'avoir eu qu'une seule fois devant elle Robespierre, ce monstre. Ses traits étaient ignobles, ses veines d'une couleur verdâtre. Suit aussitôt l'explication de ce portrait surprenant. Sur l'inégalité des fortunes et des rangs, Robespierre professait les idées les plus absurdes. Il est vrai qu'en effet, dans sa profession de foi du printemps 1789 pour les élections aux États généraux, Robespierre s'était exprimé avec une lucidité brutale. La plus grande partie de nos concitoyens, disait-il, est aujourd'hui réduite par l'indigence au seul souci de survivre. Asservie à ce point, elle est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. En langage contemporain et anachronique, nous parlerions de dynamite dans un texte pareil, et l'on comprend que Madame de Staël en alerte extrême quant à la sécurité de ses millions, avait quelques raisons de tenir Robespierre pour un homme très particulièrement fâcheux et funeste. Des armes entre les mains des pauvres, rien de plus contre-indiqué. Pas plus tard que le 15 juillet, la municipalité progressiste fait savoir qu'elle remettra 40 sols, soit l'équivalent de 2 journées de travail, à quiconque aura l'obligeance et le bon esprit de lui remettre ce fusil dont on l'a aidé à se munir pour donner l'assaut à la Bastille. Et les fusils rentrent en foule. On respire. Mais les avisés savent ce qu'ils ont à faire et quelles précautions doivent être prises pour que l'ordre social demeure intact et immuable. Et les alarmes discrètes deviennent quelque chose comme une grande peur dans la haute classe lorsqu'on divers points du territoire, après la prise de la Bastille, la plèbe rurale entreprend d'imiter la plèbe urbaine en se jetant sur les bastilles locales. Ce n'est point que l'on veuille cambrioler le châtelain, on souhaite surtout faire disparaître, anéantir, brûler les vieux parchemins garants des droits féodaux. Mais l'incinération, parfois, va jusqu'à l'incendie du château, d'où cette nuit du 4 août qui inspire à Michelet un délire. 1000 ans d'oppression effacés en quelques minutes. Plus de classe, rien que des Français, vive la France. Alors qu'il s'agit, pour ces seigneurs pris à la gorge, de désarmer les assaillants, de les apaiser, de leur donner des gages d'une bonne volonté amicale, de leur faire croire qu'ils ont gagné, tout de suite gagné et totalement. On s'arrange pour que la paysannerie croie tout de bon à l'annulation des droits féodaux, alors qu'il n'est question que de les rendre rachetables. Mais, lors franchi du plus grand péril, on expliquera aux ruraux que, pour être quitte à jamais de ces versements, il leur faut payer d'un coup 30 annuités de ces redevances. Impraticable. L'abolition réelle et radicale des droits féodaux n'aura lieu que 4 ans plus tard, en juillet 1793, grâce aux robespierristes du Comité de salut public, Saint-Just et Couthon avant tout. Puis va venir l'opération majeure, l'acte solennel, la Déclaration des droits de l'homme, 26 août 1789. C'est l'honneur de la Constituante, cette déclaration grandiose, aujourd'hui encore, l'histoire s'y réfère, comme à la haute signification humaine de 1789, oubliant un peu ce que le document doit à la déclaration américaine qui le précéda de 13 ans. Demeure à tout jamais étincelant, rayonnant, l'article 1 de ce manifeste dans sa calme et pathétique formulation. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Saluons. Mais l'histoire historique ne saurait se taire sur l'étrange application immédiatement réservée à ce principe ou à ce dogme par la Constituante elle-même.
Je crains également que l'on n'appelle guère l'attention sur un détail qui a son prix dans ces nouvelles tables de la loi. C'est à la fin, et cela concerne la propriété, surgit là un adjectif inédit dans cette acceptation. La propriété, dit le texte, est inviolable. Mais oui, mais bien sûr, entendu, et sacrée. Une épithète jusqu'alors réservée aux choses de la religion. Les constituants, nous y reviendrons, sont en grande majorité des voltairiens. Autrement dit, le contraire de ces niais qui ne savent pas distinguer le concret de l'abstrait. Et quoi de plus concret que l'argent ? C'est donc à l'argent, à la fortune acquise, à la propriété qu'il convient d'attribuer une qualification suprême, bien plutôt qu'aux rêveries et sottises de la superstition. Mais voici les 3 manquements, les 3 transgressions, les 3 trahisons commises, et tout de suite, par les auteurs même de la Déclaration des droits de l'homme. Libres, tous les hommes, rectification, les hommes à la peau blanche, car les Noirs des Antilles françaises demeureront dans la servitude. Le lobby colonial est puissant à l'Assemblée. Lafayette en fait partie. Il veille au maintien de l'esclavage si rentable. Il faudra attendre février 1794 et l'initiative de Robespierre au Comité de salut public pour que la Convention, depuis 16 mois pourtant alors au pouvoir, s'y résigne. Mais Bonaparte remettra vite en ordre, sur ce point-là, comme sur bien d'autres, les choses importantes. Les 2 autres violations du dogme, pour rire, énoncées le 26 août 1789, relèvent de cette grande affaire dont on ne dira jamais assez la place capitale qui fut la sienne dans l'aventure politique française de 1789 à 1799. La protection des propriétaires, la crainte et l'horreur des démunis, des misérables, un prêtre défroqué, Sieyès, et un marquis éclairé, Condorcet, ont, dès juillet 89, estimé à voix haute que si tous les Français devaient cesser d'être des sujets pour devenir des citoyens, certains citoyens devaient être toutefois plus citoyens que d'autres, lesquels, en fait, ne le seraient plus. Des citoyens non citoyens, dira très bien Michelet. Selon ces augures, le droit de vote, la participation aux affaires nationales ne peuvent être consentis à quiconque n'est point, de par son état même, un actionnaire de la Maison France. La possession de quelques biens est nécessaire pour être actif. Silence aux pauvres. Cette ségrégation s'effectuera selon un sens électoral, fixant les sommes nécessaires pour être électeur et pour être éligible. N'est électeur que le citoyen inscrit au rôle d'imposition pour une somme équivalente, au moins à 3 journées de travail, pour être éligible. Le prix sera de 50 journées de travail. Seuls sont admis comme électeurs les Français au moins un peu aisés. Seuls peuvent devenir représentants du peuple les citoyens riches. Mesure de simple prudence pour la sauvegarde de la propriété. Au total, ainsi, sur quelques 6 millions d'électeurs potentiels, 2 millions, soit un tiers, sont proscrits. Telle est l'égalité dans l'interprétation officielle qui lui est désormais donnée. Et d'autre part, l'autorisation d'avoir entre ses mains des armes de guerre civile ne peut aller, c'est l'évidence, qu'aux citoyens qui ont personnellement de l'argent à défendre. Dans la milice bourgeoise, trop bien nommée, mais maladroitement, dite maintenant garde nationale, sont entrés avec élan pour contraindre le roi à cesser son opposition, quantité de patriotes. Patriotes, à l'époque, sont les amis de la liberté. Malheureusement indésirables, c'est-à-dire citoyens passifs, si le droit de vote leur est interdit, ce n'est pas, on le pense bien, pour qu'ils aient en compensation des fusils. Il s'agit donc de donner à la garde nationale, sans brusquerie, mais efficacement, son unité, sa cohésion, afin qu'elle puisse devenir ce qu'il faut qu'elle soit, une authentique armée de l'ordre, exclusivement composée d'actifs. Une heureuse et première épuration s'obtiendra au moyen du port obligatoire de l'uniforme, un très bel uniforme bleu et rouge dessiné par Lafayette, mais qui coûte 80 livres. Dépense inconcevable pour l'artisan qui gagne, quand il peut travailler, 20 sols dans sa journée et paye 14 sols la miche familiale. On s'oriente vers l'interdiction légale des passifs, qui n'a rien d'urgent puisqu'elle s'est accomplie d'elle-même sans que le législateur intervienne. Robespierre a protesté en articulant, c'était sa manie, une de ces vérités qui sont faites pour être non dites.
Ainsi, vous voulez diviser la nation en deux classes dont l'une ne sera armée que pour contenir l'autre. Lafayette paraît bien être l'inventeur d'un terme qui fera fortune dans le vocabulaire politique fort au-delà de 1789 et particulièrement au siècle suivant, les honnêtes gens, lesquels sont pour lui les gens de bien, c'est-à-dire ceux qui ont du bien. Et c'est Robespierre encore qui prétendra lourdement d'un côté, donc les honnêtes gens, de l'autre côté, la canaille, la populace, les gens de rien. Mais la Fédération. La première commémoration de la prise de la Bastille, la grande fête du Champ de Mars, 14 juillet 1790, les manuels scolaires rédigés par Lavis ou par tel de ses obéissants disciples ont enseigné à des générations de petits Français que la Fédération aurait été, pour les participants de cette journée sublime, la bouleversante et radieuse révélation de l'unité nationale. Et voici de nouveau Michelet en transe. Par-dessus les ordres, les craintes, les périls, j'entends s'élever peu à peu le mot puissant, magnifique, doux à la fois et formidable, qui contiendra tout et calmera tout, fraternité. L'illusion de Michelet couvre l'imposture des opérateurs. Le cher Michelet, comme s'il ajoutait là un détail pittoresque, signale que le plus beau moment de la fête fut celui où 40 000 hommes en armes évoluèrent, au Champ de Mars. Sous la comédie fraternelle, qui donne assez bien le change, le sens vrai de la dite fête est aujourd'hui dénudé. Ce jour-là ont été rassemblés à Paris, arrivant de toutes les provinces, d'innombrables délégations de cette garde nationale qui s'est organisée de toutes parts dans le même souci qu'à Paris. Ils sont là, 40 000, en effet, avec leurs fusils et leurs canons, qui donnent de manière tacite mais intelligible un avertissement aux passifs, lesquels chantent et dansent, sous la pluie du reste, avec leur entrain de bonnes dupes. Avis aux citoyens subalternes que repousse l'égalité et qui n'ont d'autre liberté que de se soumettre passifs aux décisions des actifs. Voyez les choses comme elles sont, les fusils, c'est nous qui les possédons, et nous avons même des canons pour renforcer notre toute-puissance. Et la démonstration foudroyante sera faite, un an après, jour pour jour, ou presque, le 17 juillet 1791, au même endroit, au même Champ de Mars. Les passifs se sont avisés de signer en masse une pétition réclamant la déchéance du roi. Provocation de la part de ces réprouvés, qu'ils payent. Sous le commandement de Lafayette, la garde nationale ouvre le feu. Combien de morts? Sans doute nous ne le saurons jamais. Vraisemblablement une centaine au moins. Que les passifs se le tiennent pour dit, de façon bien claire et définitive, les affaires de l'État ne les concernent pas. Fin de la partie 1.